Bonjour Monsieur Buffet. Bonjour maître, comment allez-vous? Écoutez, pas mal, et vous-même? Moi, très bien, enfin, Bon. autant qu'il est possible. Voilà, bon, écoutez, j'osais pas vous le dire, mais moi de mon côté c'est la même chose. J'ose deviner que pour nos auditeurs c'est dur aussi. Oui. Les temps sont compliqués, hein. Si on est croyant, on sent que l'apocalypse est toute proche. Oui. Si on est incroyant, je pense que c'est à peu près la même chose. Si on est un incroyant marxiste, on doit considérer que le grand retournement communiste est tout proche également. Hein. Je sais que c'est l'avis de Francis Cousin. Et puis on peut être aussi guénonien. Alors là, c'est encore autre chose parce qu'on est dans la doctrine des cycles Oui. et on a le sentiment que ça va basculer. Bon, il est certain que pour une conscience occidentale, de nos jours, les choses deviennent de plus en plus vives. C'est-à-dire qu'en fait, quoi, la domination libérale, démocratique, occidentale s'étend sur le monde, hein, malgré certaines résistances. Hein, la guerre en Ukraine, c'est quand même toujours ça. Hein. Oui. Et cette dominante occidentale, elle se radicalise dans ses fondements, c'est-à-dire, vous voyez, l'indifférenciation entre les sexes, par exemple. Hein. On était sur l'égalité homme-femme, et finalement, ça devient beaucoup plus vif. Maintenant, ça devient l'indifférenciation. Oui. Vous voyez. Oui. Alors, j'y ai été reconduit à ces questions que d'ailleurs je ne cesse d'avoir en tête par un document qui a circulé, qui a été relayé sur le site d'Égalité et Réconciliation, mais qu'un camarade d'ailleurs que je salue au passage m'avait communiqué déjà en avance, que moi je pensais être un faux. Oui. Mais après, bon, il faudrait mener une enquête de plus près. Vous savez, vous en avez peut-être entendu parler, c'est un sujet d'examen qui a été soumis à l'université Lyon 2. Oui. Pour l'année 2022-2023. Alors, ce qui me fait dire que c'est un faux, c'est le fait que ce soit le cours des professeurs Tariq Laksimi et Benjamin Moron-Puech. Et il me semble que le professeur Moron-Puech est à l'université de Paris 2. Oui. Et pas à Lyon 2. Bon, bref. Mais sous cette nuance, passons. C'est présenté comme une épreuve du 10 mai 2022. Vous l'avez vu, ce document? Non. Non, d'accord. Alors, on a les horaires, donc 13h, 16h, et avec un choix entre deux sujets. Alors, ce qui a retenu l'attention de la plupart des gens, c'est le sujet numéro 2, qui est un cas pratique. Alors, il est présenté. Alors, il faut savoir que les professeurs de droit, traditionnellement, ont tendance à présenter les cas pratiques de manière un peu humoristique. Donc ça plaiderait en faveur de la véracité du cas. C'est un cas qui est présenté. Alors voilà, bon, c'est une personne non binaire. C'est un cas de nationalité, des problèmes. Et alors on les appelle YEL. On a recours, celui qui a rédigé le sujet, a recours à des mots qui sont, comment dit-on, qui sont c'est un vocabulaire réformé à la manière woke. D'accord. Bon, voilà. De sorte que la presse qui a relayé ce sujet estime que le sujet, et puis des syndicats étudiants, je crois, estimaient que le sujet était illisible. Illisible, c'était pas du bon français. Bon. Oui. Mais moi, mon attention a été attirée sur la première part, sur le sujet numéro 1, que j'ai trouvé intéressant. Et il tient en 3 lignes. En suivant la méthode de la dissertation, réaliser une présentation générale du droit de la famille,
comme si nous étions en 2050 et en revenant sur les principales évolutions intervenues le début des années 2000. Alors là, ce sujet m'a l'air plus sérieux. Ça m'a l'air d'être vraiment une dissertation qui est bien posée. Et alors moi, je me suis proposé de me livrer à l'exercice, mais bon, le temps m'a manqué et peut-être aussi le courage. Oui. Et si vous voulez, Monsieur Buffet, nous pourrions nous livrer, alors sans divulguer tout de suite, le corriger. Oui. Moi, je propose que nous donnions ce sujet d'ailleurs à nous-mêmes et à nos auditeurs. Et selon la bonne méthode de la dissertation, relisons l'intitulé du sujet posément, vous savez que à l'examen déjà, il faut éviter de perdre du temps à choisir entre le sujet 1 et le sujet 2. Bon, parce qu'une fois que vous avez jeté vos forces dans l'un des deux sujets, d'ailleurs, il ne faudra pas changer d'avis pour se rabattre sur ça. C'est le signe d'un examen qui se passe très mal. Bon, alors, nous avons, entre le cas pratique et la dissertation, nous avons choisi la dissertation en suivant la méthode de la dissertation. Alors bon, la méthode, nous allons la suivre. Hein. Il faut d'abord bien lire le sujet. Réaliser une présentation générale du droit de la famille. Oui. Alors ça, déjà, c'est quelque chose, mais c'est le Code civil. Hein. C'est le livre 1 du Code civil. Ah bon? Oui. Oui, globalement. Oui. Le droit de la famille, présentation générale, ça veut dire qu'il faut dépasser l'opposition entre le droit patrimonial et le droit extra-patrimonial. Le droit patrimonial, ce sont les régimes matrimoniaux, c'est-à-dire les contrats entre époux à propos du mariage et les successions, oui. C'est la transmission du patrimoine. C'est également la gestion des biens de l'enfant incapable, de l'enfant orphelin, et même du mineur d'ailleurs. Hein. Donc ce qu'on appelle le droit de la tutelle. Hein. Oui. Et puis le droit de l'absence. Enfin bon, ça revient à peu près aux successions. Et le droit patrimonial, c'est l'affiliation et le mariage. Le droit extra-patrimonial, c'est l'affiliation, le mariage. D'accord. Le droit de la famille. On pourrait y inclure la transmission du nom. Comme si nous étions en 2050. Oui. Voilà. Alors là, c'est là que le sujet devient intéressant. Parce que il faut faire de la fiction. Bon. Mais il y a deux fictions possibles pour 2050. Oui. Vous les voyez? Je vous vois venir. Non mais voilà. Est-ce que vous les voyez? Parce que moi, c'est ce que j'ai vu quand j'ai lu Saint-Intitulé. Alors, ça veut dire peut-être qu'on a compris l'optique du professeur. Qu'est-ce que vous en pensez, Monsieur Buffet? Tenez, je vous interroge comme un étudiant. Oui, le professeur se demande si la folie va continuer ou voilà. si on va revenir en arrière. C'est ça. Ouais. Alors, il y a globalement deux hypothèses radicales. Oui. Celle d'une, je ne sais pas si on peut parler d'une réforme, plutôt d'une révolution. Oui. Enfin, d'un retour, d'une réaction, dirons-nous. Bon. Oui. Et alors, c'est quand même une difficulté parce que en quoi pourrait en 2050 avoir consisté cette réaction? Vous voyez? Oui. Ça, c'est un problème. Hein. Oui. Est-ce qu'il s'agit simplement de revenir au droit de 1970 ou de 1980? Mais est-ce que le droit de 70 et 80 n'est pas justement porteur des évolutions dans lesquelles nous sommes? C'est ça, parce que on nous dit, et en revenant sur les principales évolutions intervenues début des années 2000. Bon, j'ai un peu regardé. Comment? Oui, que s'est-il passé depuis le début des années 2000? Oui. Bon, en réalité, les principales évolutions du début des années 2000, en fait, le début des années 2000, j'ai vu, on a en 2002, c'est surtout la loi sur le nom de famille, oui. Qui avait suscité beaucoup d'opposition, notamment chez les psychanalystes et les sociologues, parce qu'on estimait qu'on touchait à quelque chose de symbolique. Oui. Et d'anthropologique. Vous voyez, parce que le nom, c'était en fait une sorte de relique. Le nom de famille, c'était la dernière trace du système patriarcal.
enfin disons plus justement, patrilinéaire. Oui. On portait le nom du père. Oui. Comme autrefois, on appartenait au clan du père. Oui. Quand je dis autrefois, c'est voici déjà 1 ou 2 millénaires. Hein. Oui, oui, oui. Donc c'était la marque d'un système effectivement archaïque qui se traduisait aussi autrefois, au Moyen Âge encore et difficilement, par la transmission des biens. C'est-à-dire les biens se transmettaient comme le nom. Dans les successions nobles, en tout cas, c'était comme ça que ça se passait. On héritait du père. Ça veut dire qu'on n'héritait pas de sa mère, et ça veut dire que les filles ne transmettaient pas les biens qu'elles pouvaient hériter du père. Elles devaient les transmettre ensuite à leurs frères et non pas à leurs enfants. Enfin, sauf le mécanisme de la dot. Hein. Bon. Oui. Bon, voilà par exemple 2000. Alors, on voit tout de suite que le problème, c'est que les réformes des années 2000 n'ont pas été si révolutionnaires que ça. Elles intervenaient dans un courant. Il faudrait parler des années 70 avec la réforme, les réformes menées par le doyen Carbonnier, hein, notamment l'égalité dans l'autorité parentale. Parce qu'on avait autrefois une autorité paternelle. Oui. Et on est passé à l'autorité parentale, qui, en cas de divorce, souvent se traduit en fait par l'autorité de la mère. Oui, oui. Voilà. Donc, il y a toute une succession de réformes. J'ai vu en 99, c'est le Pax. Oui. Le Pax. On peut considérer qu'on est quasiment dans les années 2000. Le Pax qui est déjà le prélude du mariage pour tous, dit-on, comme on dit. C'est-à-dire du mariage entre deux hommes ou entre deux femmes. Oui. Et puis 1994, on a la loi bioéthique qui est réformée. Et elle est conçue pour. Alors là, c'est carrément une loi intéressante parce que c'est une loi qui contient en son sein des dispositions qui prévoient sa réforme. C'est une loi évolutive, progressive. Et c'est dans le cadre d'une énième révision de la loi bioéthique qu'en 2022, on a admis la procréation médicalement assistée pour des femmes isolées ou pour des femmes vivant en couple avec une autre femme. D'accord. Voilà. Alors, on en revient à notre sujet de dissertation. Si on veut réussir notre examen, avoir la moyenne de manière à pouvoir devenir un jour avocat, il y va de notre avenir. On est obligé d'imaginer. Alors, on peut imaginer deux choses. C'est-à-dire la continuation de cette évolution, de ce progrès. Alors, par exemple, il y a des besoins là. Le trouble, c'est-à-dire les mariages à plusieurs personnes, à condition que ça se ressemble pas à de la polygamie. Ça passera pas. Mais dès lors, et puis avancer encore dans la dissociation entre la filiation et l'engendrement. Enfin, le lien entre le lien biologique et la filiation. Là, on peut imaginer toute une série de réformes, comme par exemple la criminalisation de la recherche des origines génétiques. Ben oui, parce que rechercher ces origines génétiques, c'est une façon de réagir contre le droit et la culture. Vous voyez ? D'ailleurs, tenez, pour alimenter le sujet, j'étais dans des lectures récentes, là, je relisais des passages de Pierre Clastre. Pierre Clastre, qui n'était pas un extrémiste de droite, hein. Il était anarchiste. Bon, je veux pas. Alors, attention, les travaux de Pierre Clastre sont parmi les plus intéressants de l'anthropologie française récente. Donc, je les tiens en haute estime. Et en plus, c'est un auteur qui a beaucoup cultivé la pensée de Carl Schmitt. Et c'est ce qui a fait le caractère le plus original de sa pensée. Hein. Bon. Mais en même temps, c'était un gauchiste, vraiment un anarchiste. Hein. Bon, il était contre l'État. Bon,
il était contre l'État, mais en même temps, c'est le paradoxe de l'anthropologue occidental, c'est-à-dire que il vénérait, il admirait les sociétés primitives, il était fasciné par les sociétés primitives, tout en constatant que nous les détruisions, et il était quand même promoteur de ce qui pouvait être le plus destructeur des sociétés primitives. Bon, peut-être que mes propos sont un petit peu abstraits, mais pour donner un exemple, vous pouvez pas défendre la société primitive en promouvant, par exemple, l'égalité homme-femme. Oui. Ou en interdisant la vengeance, oui. ou en interdisant la guerre tribale. Oui. C'est contradictoire. Bon. Et alors, il y a une pensée de Clastres qui m'a marqué par rapport à nos histoires de transgenre là. Oui. Vous savez, parce que ça c'est un sujet d'actualité. On est dans une crise actuellement, hein, et nous devons impérativement comprendre cette crise. Hein. Oui. Et alors voilà la réflexion de Clastres. Il faut, il parle à propos des primitifs qui se livrent à des scarifications, à des tatouages, à des coupes de cheveux, etc., etc., etc. Bon, on me pardonnera de faire l'analogie avec les opérations transgenres. Oui. Mais c'est l'idée qui, je pense, mérite d'être méditée. Il faut éviter toute possibilité de confusion entre le corps humain et la bête. Et ça m'a choqué comme propos. Vous voyez? Oui. Il faut ascétiquement, c'est une ascèse, Oui. contraindre le corps, lui faire violence. Il faut qu'il porte en lui la marque de la culture, la preuve que son émergence de la nature est irréversible. Vous voyez? Oui. Et je me demande si, dans le cadre de l'idéologie porteuse du transgenre, qui va avec tout ce qui touche à la chirurgie d'ailleurs du corps, hein, oui. parce que ça c'est aussi le fait que les vieilles dames se font opérer, oui. les vieilles dames et les jeunes filles d'ailleurs, hein, oui. Oui. se font opérer du visage, la poitrine, les fesses, etc. Bon, enfin c'est tout un ensemble, et je me demande si dans la virulence que porte cette culture là, oui. qui est d'ailleurs surtout portée par le système libéral capitaliste, hein, parce que derrière il y a un enjeu d'argent énorme. Non, oui. Mais avec l'argent, il y a aussi quelque chose de profondément humain finalement, hein, qui est cette lutte de l'esprit contre la matière finalement. Oui. On doit tenir compte de ça, au risque, si on veut réagir contre ça, si on a une attitude réactionnaire par rapport à ça, au risque de se retrouver dans la position de défendre justement la pure nature. Mm-hmm. Ça c'est une position de perdant à mon avis. Vous voyez, c'est une position indéfendable. C'est ça qui est difficile. Oui. C'est-à-dire que il ne faut, si on veut rester dans l'histoire, dirais-je, il est impératif de rester sur le terrain, qui est le champ de bataille, hein, sur le terrain de la guerre, de la culture. Faut pas oublier que même, par exemple, les grandes religions comme le christianisme ou l'islam sont des religions qui se situent sur le terrain de la culture, de l'esprit, oui. et pas sur le terrain de la matière quand même. Hein. Bref, tout ça pour dire que dans notre dissertation là, les deux sont défendables. Hein. On peut très bien estimer que il y a un courant progressiste irréversible et invincible, et alors en se situant en 2050, on peut imaginer ce qui va advenir. Le plus difficile serait d'imaginer une réaction qui nous conduirait vers quoi? Finalement, il y a deux solutions. Enfin, moi, j'en vois deux. Le retour en arrière radical signifierait le retour à la sauvagerie dont nous sommes sortis. Hein. Oui. Moi, j'en vois pas d'autre. Hein. Ah bon? C'est-à-dire, bah,
si vous êtes dans la réaction, c'est-à-dire il faut remonter le temps, ça veut dire qu'on retournerait au néolithique, Oui. à la société néolithique. Bon, ça c'est une hypothèse. Bon, ensuite vous en avez une autre qui consiste à rester dans le progrès et la culture, en estimant que l'évolution que dans laquelle s'engouffrent les sociétés occidentales n'est pas la bonne. Oui. Qu'il y a, dirais-je, un autre Occident. Mais alors voilà, lequel? Oui. Oui. Oui, mais il peut y avoir aussi un ralentissement, enfin, un retour plus lent. Il n'y a pas forcément des basculements comme vers le néolithique ou. Alors, non. Oui. Alors à ce moment-là, on a c'est ce à quoi on assiste. C'est ce qu'on appelle le jeu, qui est typiquement occidental depuis le Moyen Âge, le jeu entre les forces progressistes et les forces conservatrices. Oui. Mais les forces conservatrices n'ont jamais interdit l'évolution. Les forces conservatrices n'ont finalement pas interdit du tout. Je leur fais pas le reproche, hein. Oui. Dans une perspective progressiste, c'est Oui. très bien. Ça Elles ne ont fait que accepté, faire. Comment? elles ont accepté le. Ah, elles sont bien obligées, oui. Oui. Elles jouent avec les forces, disons, comment dire, appelons-les révolutionnaires ou progressistes. Elles jouent elles ont un rôle à jouer dans l'évolution de la société parce qu'en même temps, elles permettent le minimum de prudence et puis elles permettent de laisser le temps de faire son œuvre, quoi. Oui. Mais fondamentalement, elles ne vont pas ni revenir en arrière, ni elles n'indiquent une autre solution, si vous voulez. C'est ça. Alors, ceci étant, dans l'histoire occidentale, il y a eu aussi des impasses. Hein. Ça arrive. Oui. Il y a eu des époques, d'ailleurs, très douloureuses, de guerre civile, qui se traduisent par des changements de cap. Ça existe. C'est arrivé. Voilà. Mais on est au stade, Monsieur Buffet, de la dissertation, Oui. au stade brouillon de la dissertation. Oui. Nous jetons les idées sur le papier, nous cherchons un fil avant même de commencer à dresser notre plan en deux parties. Mais dans notre optique de 2050, moi, c'est la question qu'a priori je me pose. Peut-être le temps faisant, puisque l'heure tourne, peut-être devrais-je l'abandonner aussitôt, mais je suis en train de me demander, est-ce qu'on peut imaginer une évolution qui ne soit pas l'évolution woke? Oui. C'est ça la question. Oui. C'est-à-dire, conservatisme ou non, parce que je suis désolé, mais même, par exemple, même la religion chrétienne est quand même à l'avant-garde. Hein. Je Oui. ne parle pas des traditionalistes, Oui. mais la majorité qui est conciliaire, qui suit Rome, elle est à l'avant-garde. On est vraiment. J'en suis pas convaincu, hein, je crois pas. Ah bon? Non. Bah, on est quand même pas loin d'admettre que des femmes soient prêtres et que des homosexuels se marient. Oui. Et je vois pas pourquoi, dans une perspective évangélique, on exclurait, par exemple, le transsexuel. Parce que après tout, il a une âme dont le salut a un prix. Oui. Vous comprenez? Oui. Donc, qu'est-ce qui vous fait dire que l'Église conciliaire n'est pas finalement elle aussi à l'avant-garde de ce? Parce il reste la notion de péché tout de même. C'est la base, c'est tout de même la base de la religion, tout au moins catholique, hein, plus ou. Mais j'ai l'impression, alors excusez-moi, mais moi j'avais préparé il y a quelques années, j'ai fait ma confirmation dans l'Église conciliaire. Et je ne sais pas si je vous ai raconté, mais j'ai dû passer par un nouveau catéchisme. Hein, Oui. et parlons-en, il était vraiment nouveau ce catéchisme. On m'a repris parce que moi je croyais qu'il y avait un jugement dernier avec un paradis et un enfer. Oui.
Et on a invoqué l'autorité du curé, qui lui-même a invoqué l'autorité des évêques et du pape, pour me reprendre là-dessus, m'expliquer que j'étais dans l'hérésie. Oui. Donc, si vous n'avez plus l'enfer, à quoi tient en fait la notion de péché? C'est ça, Monsieur Buffet, Oui. vous comprenez? Oui, 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 bien sûr, oui. Bien sûr, mais je crois que c'est une vision extérieure, là, que vous avez. Ah De non, 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 l'intérieur. je vous parle d'une vision de l'intérieur. C'était dans une paroisse précise à Paris, avec une préparation à la confirmation, avec un catéchisme. On m'a expliqué que il n'y avait aucune raison pour que certaines personnes aillent en enfer. Oui, Et j'ai eu beau me tourner vers l'un et l'autre prêtre, c'était le même discours. d'accord. Encore une fois, il s'agissait pas de traditionnaliste, hein, loin de Non, là, justement, hein, vous imaginez bien, je pense, oui. mais c'est une vision de l'intérieur. Et Oui, regardez comment le pape François évolue également, enfin, est poussé par toute une hiérarchie ecclésiastique, hein. Et derrière la hiérarchie, enfin, sous la hiérarchie, il y a également tout un peuple chrétien qui n'est pas contre ces évolutions, hein. Je crois pas, hein. En tout cas, je le vois pas, hein. oui. Je pense qu'il y a il y a vraiment une faille qui est en train de se créer, hein. On parle beaucoup de schisme, Oui, en pensant que l'Église, une partie de l'Église commence à devenir schismatique. d'accord. Mais vous pensez à quelle partie? La partie gauche de l'Église commence à devenir schismatique. Disons Ah oui, gauche, d'accord. la Oui, mais partie. pour l'instant, le pape est à gauche, hein. Oui, c'est ça, mais depuis déjà quelque temps, oui. Depuis un moment, et je sais pas si ça va changer, mais en tout cas, bon, après, ça pourrait se traduire. Vous savez, moi, je suis un peu canoniste, hein, et je suis très tolérant, enfin, très, comment dire, je ne m'inquiète pas du tout des crises ecclésiastiques, hein, ça fait partie de l'histoire de l'Église. C'est quelque chose de naturel. Donc, on pourrait très bien avoir un, voire deux, trois antipapes, des conciles euh, opposés les uns aux autres. L'Église a déjà vu ça, elle a déjà traversé ces crises. Et les enjeux sont tels qu'après tout, ce serait pas une mauvaise chose que les choses que ça se traduise par une crise, hein. Je pense Oui, que l'attitude, la pire attitude dans tous les cas, c'est celle qui consiste à renoncer et à se taire. Bon, oui, oui, ce que justement n'a pas fait Monseigneur Lefebvre au passage. Bon. oui, oui, Bon, toujours est-il que ça nous renvoie à notre problème. Euh, euh, on a une évolution des sociétés occidentales, c'est indéniable, et cette évolution, elle a avec elle la force de l'inertie. oui, Il y a une force, et ça remonte pas aux années 2000. C'est ça, il faut bien prendre conscience de ça, sinon on peut pas mesurer. oui, On peut oui, pas mesurer la force de cette évolution, et on peut pas en comprendre le sens. Bon. Or, l'égalité, par exemple, l'idée d'égalité. Vous avez un livre d'Alain Soral sur l'égalité, hein. oui, Pourquoi l'égalité? Je pense que c'est un thème important, ça, l'égalité, oui, qui va d'ailleurs avec la démocratie, hein. Bon. Et cette démocratie, d'ailleurs, est ressentie, d'ailleurs, pour reprendre encore une question d'actualité, de plus en plus. Regardez en France, la crise des Gilets jaunes, par exemple, qui n'est pas terminée, hein. On est toujours dedans, hein, avec ces manifestations à propos de la retraite. En réalité, la démocratie est ressentie de plus en plus pour ce qu'elle est. oui, C'est pas une prise du pouvoir politique par le peuple, non, ou alors c'est le peuple abstrait. oui, C'est ressenti comme une dépossession du pouvoir politique. oui, 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 Vous bien sûr, voyez, dans, oui, dans la société féodale ou dans la société monarchiste, vous avez une aristocratie qui a le pouvoir. oui, C'est-à-dire que vous avez des êtres physiquement qui appartiennent à des clans d'ailleurs, qui exercent le pouvoir souverain. Pourquoi? Parce qu'ils sont capables d'abord, ils sont capables de se battre en duel à la moindre vexation, et puis par ailleurs, ils sont capables de lever des troupes et d'entrer en guerre. Bon, ça c'est oui, la souveraineté. On a ça dans le monde primitif, et on a encore ça
dans des sociétés, même à la limite, même, voyez, même la société anglaise, elle est aristocrate. Bon, ça veut dire qu'on a des gens qui exercent le pouvoir, qui en dominent d'autres. Oui. Les dominés, eux, n'ont pas le pouvoir souverain. Ça, c'est clair. Les peuples ne sont pas souverains dans une société. Dans la société d'Ancien Régime, le peuple n'a pas le pouvoir politique. Mais il y a encore au-dessus du peuple toute l'aristocratie qui, elle, détient le pouvoir. Bon, on a l'impression de plus en plus qu'avec la démocratie, plus personne n'a le pouvoir. Il y a une dépossession globale. Et ce qui est vicieux, c'est qu'on fait croire au peuple qu'il dispose du pouvoir de décision. Voyez, oui. Qu'on va lui demander son avis et qu'on va tenir compte de son avis. Et ça, c'est ça, la crise que nous vivons actuellement. Je pense que c'est la crise d'une désillusion. Oui. Voilà. Nous n'avons pas prise sur les événements politiques. Regardez, la guerre en Ukraine. Est-ce qu'on demande l'avis de la population? Non. Non. Le mariage pour tous, est-ce qu'on a vraiment demandé l'avis de la population? Non, certes pas. Et etc., etc. Et la retraite n'est qu'un épiphénomène. Donc, il y a une machine qui peut apparaître, certains pensent que plus personne ne la domine, que c'est le capital. Oui. D'autres pensent que c'est l'antéchrist. Les avis sont partagés. Oui. Mais il y a une évolution qui est difficilement maîtrisable. Oui. Voilà. Donc, en tout cas, c'est un beau sujet. Oui. Un beau sujet qui pourrait être même un sujet de thèse, si ce n'est même le sujet de toute une vie de recherche. Hein. Oui. Voilà. Merci. C'est moi, Monsieur Buffet. Donc, rendez-vous dans un mois. Oui. Hein, pour l'émission de juin. C'est bientôt. Nous approchons de 2050. À bientôt. Merci.